Ok, donc je vais commencer, Giovanna, dans l'attente que Gianni affiche le PowerPoint. Donc, je disais merci beaucoup, Giovanna, pour cette invitation. Merci à toute l'équipe, merci à Raymond. Effectivement, le mouvement de contestation en Irak depuis 2019, d'où vient un phénomène désormais majeur en Irak, un phénomène à la fois social et politique qui agit sur les orientations de ce qui se passe en Irak, les grandes, les macro-orientations en Irak. Depuis le 1er octobre 2019, merci, je pense que le document est affiché, n'est-ce pas? Il est lisible pour tout le monde, sauf pour moi-même. Gianni, tu pourras me donner la main ou pas? Non, si c'est moi qui partage, tu ne peux pas contrôler le document. D'accord. Tu me diras et moi j'avance. Ok, d'accord, désolé. Et donc, quelques repères par rapport à ce mouvement. Le mouvement a été déclenché le 1er octobre 2019. Et donc, je disais, depuis le 1er octobre 2019, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Irak à tous les niveaux, à toutes les échelles, sans prendre en compte ce mouvement de contestation en tant qu'acteur majeur sur la scène irakienne. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, à la fois à l'échelle de nature et à l'échelle de l'ampleur, hein, à l'échelle qualitative et à l'échelle quantitative, le mouvement est désormais un acteur majeur sur la scène irakienne. Alors, depuis qu'on a ce mouvement, le 1er octobre, les élites chiites ont intériorisé, se comporter avec ce mouvement, avec ce que j'appelle la situation de panique, hein. En fait, les élites chiites n'attendaient absolument pas l'arrivée, n'étaient pas préparées, ne s'est pas préparées pour l'explosion, l'avènement d'un mouvement aussi grand, aussi majeur et aussi décisif sur la scène irakienne. De ce fait, parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle ne s'était pas préparée pour une telle situation, je pourrais dire d'une manière mécanique, d'une manière sans réfléchir, et elles ont adopté la stratégie de répression que j'explique en détail. Le bilan est très, très lourd. Il y a eu seulement en 3 mois 669 morts. Ce n'est absolument pas rien dans l'Irak chiite. Dans l'Irak chiite, autrement dit, 669 morts. Je vais expliquer un peu en détail. J'ai la chance d'avoir 1 heure pour m'exprimer. D'habitude, j'ai 4 minutes à la télé ou à la radio, maximum un quart d'heure. Là, on a 1 heure, donc on aura largement le temps pour expliquer en détail, avec 24 000 blessés, 28 000 arrêtés, incarcérés. Et donc, c'était vraiment la stratégie de répression totale et radicale. Cette phase de stratégie de répression a été suivie par l'assassinat, l'enlèvement, prise en otage, torture, menaces individuelles et familiales, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, la semaine dernière, il y a eu l'assassinat d'un grand leader de ce mouvement de contestation à Najaf. Et comme vous le savez, Najaf, c'est la capitale, c'est le Vatican chiite en Irak. C'est le siège d'Ayatollah Sistani, la plus grande autorité religieuse chiite au monde. Et même dans cette ville-là, Najaf, autrement dit, si on a assassiné un leader du mouvement de contestation à Najaf, c'est-à-dire nulle part les leaders et les membres de ce mouvement de contestation sont à l'abri. Et donc, vous avez un mouvement de contestation, comme j'ai noté, sans défense. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement de contestation
pacifique, hein, démocratique et civil. Les trois mots sont très importants, hein, pacifique, démocratique et civil, face à un pouvoir irakien, et même le mot pouvoir irakien, il faut le définir, parce que quelle partie du pouvoir? Est-ce qu'on parle du pouvoir chiite? Est-ce qu'on parle du pouvoir sunnite? Est-ce qu'on parle du pouvoir kurde? Parce que là, il n'y a pas un seul pouvoir. Est-ce on parle du pouvoir des libéraux chiites, et même à l'intérieur des chiites? Est-ce qu'on parle du pouvoir des milices? Est-ce qu'on parle du pouvoir des forces pro la marche? Il faut expliquer en détail tout ça, mais pour aller vite, hein, donc vous avez désormais des centres au cœur de ce pouvoir qui tuent sans aucune forme de retenue. Alors, donc, problématisation, question de problématisation de ce mouvement. Il faut bien évidemment problématiser à un moment donné pour pouvoir comprendre et l'appréhender. Donc, tout d'abord, vous avez le premier constat, un mouvement très, très fort, et en face de ce mouvement, vous avez une radicalisation de la répression sans précédent. Voilà, les deux éléments à prendre en compte. Un mouvement très intense, très fort, une radicalisation de la répression d'un pouvoir, enfin des pouvoirs si vous voulez, sans précédent. Donc, ce que je propose pour cette problématisation, c'est l'interrogation de la situation d'un État marqué par deux grands phénomènes. Donc, il faut, pour comprendre ce mouvement-là, et pour comprendre la radicalisation de la répression de cet État-là, il faut comprendre d'abord cet État, la nature de cet État qui est déterminée ou marquée par deux grands phénomènes. Tout d'abord, c'est la milicisation, un État milice qui s'est installé depuis 2003. Comment cet État milice s'est installé? Dans quel contexte cet État milice est né? Et comment cet État s'est milicianisé? Il faut comprendre. Sans comprendre ce processus, il est presque impossible de comprendre ni le mouvement de contestation, ni le contexte irakien, ni les perspectives qui s'ouvrent à ce contexte irakien. Le deuxième phénomène, c'est la systématisation de la corruption. Comment la corruption est devenue, s'est imposée à l'État irakien, est devenue le système de cet État irakien. Comment la corruption devenu le filtre par excellence par lequel on doit passer pour avoir une perspective d'avenir. Donc, autrement dit, comment la corruption, je le dirais avec une autre expression, est devenue la pathologie principale de cet État irakien, qui pourrait à un moment donné mettre à genoux, mettre en situation de faillite totale cet État irakien. Voilà les deux phénomènes. Et ensuite, dans cette problématisation, je vous propose qu'on s'interroge sur la nature de la lutte de tous ces acteurs, la totalité de ces acteurs engagés dans un processus de sortie de cet État milice irakien, de cet État corrompu irakien, de cet État actuellement en situation de faillite, qui n'a pas encore déclaré sa faillite, mais en situation de cet État fragile irakien. Et je fais l'hypothèse que vous connaissez déjà la définition d'un État fragile par excellence irakien. Donc, il faut s'interroger sur la nature de la lutte de tous ces acteurs engagés dans le mouvement de contestation, acteurs, fonctionnement, des stratégies d'action, leurs objectifs. Donc, tout cela nous place dans une grille de lecture qui nous permettra mieux comprendre le mouvement en soi et ses adversaires, ou les adversaires de ce mouvement et le mouvement en soi. Et pour cela, je vous propose rapidement et d'une manière vraiment très, très synthétique, parce que je pense chaque partie là que je vous propose, notée dans des propositions, je ne vois pas si Jenny passe, parce que je suis devant mon PowerPoint, passe le PowerPoint avec vous. Alors, donc, les 4 propositions que je vous... Adèle, excuse-moi, juste une chose. Je ne sais pas si les PowerPoint est tellement intéressant pour le public. C'est important pour toi, mais peut-être tu pourras juste le tenir ouvert sur ton ordinateur
et peut-être ce sera plus simple pour les personnes de suivre toi. Je ne sais pas D'accord, si les personnes sont d'accord, sinon tout on à pourra fait. continuer comme ça. Si Je- quelqu'un a un avis contraire, qu'il le dise, mais sinon je crois qu'il vaut mieux que tu regardes ton D'accord, PowerPoint et les personnes suivent ton discours. tout à fait. OK? D'accord. Alors donc, je vous propose quatre chapitres, quatre éléments, quatre niveaux à traiter. Donc, le premier niveau, c'est le fonctionnement du système politique irakien. Comment ce système politique a été forgé à partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui 2021. Ces principes, ces mécanismes, ces stratégies, son placement dans le système régional et international. Le deuxième niveau, les marqueurs identitaires de ce mouvement de contestation. Comment on identifie, comment on reconnaît, quels sont les marqueurs qui mettent en perspective, en visibilité ce mouvement de contestation. Et le troisième point, c'est un travail au cœur de ce mouvement lui-même, c'est-à-dire l'hétérogénéité de ce mouvement. Est-ce qu'on est devant un mouvement homogène avec une vision claire, une idéologie, une stratégie, une méthode, une approche, ou on est dans le contexte d'un mouvement très, très hétérogène? Et le quatrième point, je vous propose revenir sur le contexte en 2021, le contexte irakien en 2021, et ce contexte à plusieurs niveaux, et les perspectives qui se présentent à ce mouvement de contestation dans les 3 années ou 3 à 5 années d'avenir. OK. Donc, le premier point, le fonctionnement du système politique irakien. Alors, un rappel vraiment très, très, très rapide sur 1921. Vous savez, l'État irakien a été fondé le 23 août 1921. Donc, le 21 août 2021, l'État irakien aura un siècle d'existence. C'est-à-dire dans 12 mois. Dans 12 mois, cet État aura un siècle. Cet État a été fondé par Percy Cox, le Britannique. Le Britannique avec son équipe. Alors, dès sa fondation, Percy Cox a décidé de confier les clés de cet État à une toute petite minorité qui ne composait que 18% de la population irakienne en 1921, à savoir la minorité sunnite. La minorité sunnite qui contrôlait tous les appareils de l'État, tous les appareils, tous les ministères, toutes les institutions. Donc, cette minorité a opposé à la majorité totale de la société irakienne, à savoir les chiites, qui constituaient 53% de la population irakienne à l'époque, et les Kurdes avec 22-23% de la population, les Kurdes de la province Mossoul. Autrement dit, les Britanniques, lorsqu'ils ont créé cet État-là, cet État était déjà fondé sur une base communautaire, communautaire, une minorité sunnite contre la majorité chiito-kurde. En 2003, lorsque les Américains arrivent, c'est exactement le même processus qui se met en place, mais à l'envers. C'est-à-dire quoi à l'envers? C'est-à-dire en 2003, lorsque Paul Brimard arrive le 10 mai, 2003 à Bagdad. Paul Brimard, c'est l'ambassadeur américain, l'administrateur américain de l'Irak, c'est l'homme fort de l'Irak, c'est lui qui va refonder l'Irak. Il arrive le 12 mai, c'est-à-dire 12 jours plus tard, il met en place un décret, le premier décret signé par Paul Brimard sur la débassification de l'Irak. Le 12e décret, une semaine plus tard, le 23 mai 2003, concerne la dissolution de l'armée irakienne. Par ces 2 décrets, Paul Brimard vide toutes les institutions de cet État irakien de tous les éléments sunnites qui ont géré ce pays, cet État, de 1921 jusqu'à 2003. Autrement dit, cette minorité qui disposait d'une grande et une large tradition étatique
et qui dirigeait toutes ces institutions de l'État, cet État-là, toutes ces institutions-là ont été purifiées, purifiées de ces éléments. Je pourrais même aller très, très loin. Ces sunnites ont géré la Mésopotamie. À l'époque, il n'y avait pas d'Irak, c'était la Mésopotamie, les trois provinces, Mossoul, Bagdad et Bassoura, depuis la première occupation ottomane de la Mésopotamie, qui date 1638, c'est-à-dire de 1638 jusqu'à 1921. Et de 1921, avec les Britanniques jusqu'à 2003, cette minorité, cette communauté sunnite qui a accumulé cette grande tradition étatique-là, en 2003, tout était liquidé. Avec ces deux décrets, le 23 mai 2003, il n'y avait plus d'État irakien, plus d'institutions, plus de ministères. Tout était à terre, tout était le vide total. Et à partir de ce vide total, Paul Bremer décide de refonder l'État irakien avec qui? Avec l'ancienne opposition, les anciens opposants au régime de Saddam Hussein, c'est-à-dire les chiites et les Kurdes. Et les chiites et les Kurdes disposaient bien évidemment des branches armées, ce qui est scientifiquement défini comme des milices, comme des milices. Autrement dit, chaque parti politique chiite qui était opposé au régime de Saddam Hussein avait une branche armée en lutte, en guerre. Ça dépend comment on définit tout cela. Et si on est dans l'opposition, on dit la guerre de la libération. Si on est du côté du régime de Saddam Hussein, on le définit comme la guerre contre les terroristes, ou les séparatistes, ou les indépendantistes. Voilà. Donc, pour rester objectif et neutre, donc, ces organisations politiques avec qui nous allons refonder l'État, les Américains vont refonder l'État irakien, disposer des branches armées et donc des milices. Alors, donc, c'est à partir de ces milices-là, Paul Bremer va refonder, par exemple, tous les appareils de sécurité de l'État irakien. Autrement dit, au nom de la démilicisation de l'Irak, c'est-à-dire désormais dans le nouvel Irak, on ne doit pas avoir des milices et donc on doit intégrer ces milices dans les appareils d'État. Et donc avec ces milices, par exemple, la milice du Badr, la plus grande puissante organisation milicienne en Irak, c'est Badr. C'est avec Badr qu'on a constitué une large partie, on a reconstitué une large partie des appareils de sécurité de l'État irakien, les services de renseignement, les services de sécurité, la police, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Et le processus de ce que j'appelle la milicisation de l'État irakien a commencé à partir de ce moment-là. Et donc, et bien évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être dans le débat, on y reviendra. Avec cette refondation de l'État irakien, le système politique, écoutez bien, le système politique a été hautement communautarisé. Communautarisé, un communautarisme, je dirais politique. Désormais, dans ce système-là, avec la bénédiction américaine, les chiites disposent 50% de tous les postes de l'État irakien. 50% des postes de cet État, de ce système politique irakien, de cette nouvelle Irak, vont aux chiites. 25% des postes théoriquement pour la communauté sunnite, 20% de postes pour la communauté kurde et 5% des postes pour la minorité, pour les autres minorités chrétiennes, turcomanes, yézidis, etc. Donc, voilà, 50 chiites, 25 sunnites, 20 kurdes, 5 pour les petites minorités. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces trois grandes communautés, chiites, sunnites et kurdes, de leur poste? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur territoire, de leur population, de la gestion politique de leur population, la gestion sociale, économique de leur population avec les 25%. On commence par la communauté sunnite, les 25. De 2003 à 2006, la communauté sunnite entre dans une résistance totale et complète
à la fois contre les occupants américains, l'occupation américaine de l'Irak et les nouvelles élites chiito-kurdes qui dirigent l'État. C'est la résistance. La guerre était totale. La résistance était totale. Il n'y avait pas une ville, un village irakien où, même dans le territoire le plus reculé, par exemple le territoire kurde, on avait les manifestations de cette résistance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire attentats, c'est-à-dire prise en otage, c'est-à-dire des guerres frontales, sous toutes les formes. De 2006 à 2010, la communauté sunnite en Irak, malheureusement, je n'ai pas intégré des cartes dans mon document cette fois, 2006-2010, une guerre civile se met en place à l'intérieur de la communauté sunnite. Les Sahawat, c'est-à-dire les conseils de réveil, contre les sunnites de Daesh, d'Al-Qaïda d'abord, et ensuite Daesh. Cette guerre-là va durer à peu près 4 ans. C'est une guerre civile entre les frères sunnites eux-mêmes, les frères, les sœurs sunnites eux-mêmes, qui sera une guerre aussi ravageuse que la résistance contre l'occupation américaine pour les sunnites eux-mêmes, pour les villages, les villes. Le territoire est détruit dans cette guerre civile. Il y a eu des milliers et des milliers de morts dans cette guerre civile entre les sunnites. De 2010 à 2014, une fois les Sahawat gagnent cette guerre contre Daesh, entrent dans un mouvement de contestation contre le gouvernement de Nouri Maliki. Pour la première fois, ni la résistance, ni la guerre civile dans le territoire sunnite, mais plutôt un mouvement de contestation totalement civil, je pourrais dire à certains niveaux, même démocratiques, qui n'avaient que des revendications civiles et démocratiques. Par exemple, la reconstruction du territoire sunnite dévasté, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, l'accès à la politique, c'est-à-dire aux postes, différents postes du gouvernement, autrement dit, une intégration politique, sociale et économique et culturelle. C'était ça les grandes revendications de son mouvement de contestation dans le territoire sunnite. Comment Nouri Maliki, le Premier ministre, a réagi? Par la répression, encore une fois, une répression totale, avec des barils d'explosifs, avec des chars, des hélicoptères. Il a même envoyé l'armée irakienne pour réprimer ce mouvement de contestation. Je vais simplifier pour comprendre. Le résultat, ça a donné à la naissance du califat, le califat de Daesh. Pourquoi? Parce que 2014, toutes les conditions objectives ont été préparées pour la naissance d'une entité étatique mise en place par l'organisation de l'État islamique. Et donc, de 2014 à 2017, le territoire sunnite va vivre la naissance de cette entité étatique mise en place par l'organisation de l'État islamique, que je ne vais pas analyser en détail pour pouvoir revenir sur le mouvement de contestation. Alors, de 2017 à 2021, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, les sunnites qui sont passés par la résistance, par la guerre civile, par le mouvement de contestation, par cette expérience terroriste et brutale de l'organisation d'État islamique de 2014 à 2017, sont à ce jour-là en situation. J'ai été en Irak il y a quelques semaines, j'ai bien observé, j'ai interrogé énormément d'acteurs, j'ai bien observé cette déception, cette frustration structurelle, totale et profonde de la communauté sunnite par rapport à cet État irakien, par rapport à ces élites qui dirigent le nouvel Irak. Cet Irak de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Cette déception a amené les élites sunnites à s'interroger, à développer une sorte de la révision de ce qui s'est passé.
Le résultat de cette révision entre une large partie des élites sunnites est la suivante. Nous ne pouvons pas vivre à l'intérieur de cet Irak configuré selon le référentiel chiite. Nous ne pouvons pas vivre dans cet Irak-là dominé par des chiites qui n'ont qu'un seul mécanisme, à savoir notre exclusion. Désormais, nous devons avoir d'autres perspectives. Et lorsque je les interroge sur cette perspective, une large majorité de ces élites-là me parlent de la création d'une entité sunnite basée sur la sunnicité à l'image de ce que les Kurdes ont construit de 1991 jusqu'à aujourd'hui. Justement, les Kurdes, de 2003 à 2017, ils ont mis en place un gouvernement régional du Kurdistan que je qualifie comme un État. On est toujours en Irak. C'est très important ces éléments pour savoir et comprendre dans quel contexte irakien le mouvement de contestation est né et dans quel contexte irakien le mouvement de contestation met en place ces stratégies d'action et les perspectives qui se présentent en tant qu'Irakiens à ce mouvement de contestation. Et donc, de 2003 à 2017, dans le nord d'Irak, le nord, c'est-à-dire le Kurdistan irakien, on assiste à la naissance d'un État kurde dans un État irakien. Pourquoi je dis un État dans l'État? Parce que le gouvernement régional du Kurdistan dispose d'un territoire, un vrai territoire très, très, très large, une présidence. À Bagdad, vous avez un président irakien. Dans le nord kurde, le territoire du GRK, vous avez un président kurde. Vous avez un parlement à Bagdad, une assemblée nationale. À Erbil aussi, vous avez un parlement. Vous avez un gouvernement à Bagdad. À Erbil aussi, vous avez un gouvernement. Vous avez une armée irakienne et vous avez une armée kurde. Vous avez une diplomatie internationale irakienne, vous avez une diplomatie internationale kurde. Autrement dit, gouvernement face au gouvernement. Bagdad, Erbil face à Bagdad, armée face à armée. Même un arabe irakien, par exemple, de Bagdad ou de Bassoura, pour se rendre à Erbil ou à Soleimani, a besoin d'un laissez-passer. Si vous n'avez pas, s'il n'a pas un laissez-passer, il ne peut pas aller à Erbil ou à Soleimani. Or, un Français, un Britannique, un Américain peut aller à Erbil sans avoir un visa. Et trouver un travail, par exemple, à un Baslawi, pour trouver un travail à Erbil ou à Dohuk, a besoin d'un garant, d'une caution, d'une personne, d'une institution qui donne une garantie que cette personne-là n'est pas un terroriste, n'est pas un milicien, n'est pas un danger pour la sécurité et la stabilité du territoire de GRK. Et donc, en 2017, cette expérience arrive à un niveau très, très important, à savoir l'organisation du référendum de l'indépendance du Kurdistan. À peu près 93% des Kurdes votent pour l'indépendance, mais les pays du système international, comme les pays du système régional, refusent catégoriquement de reconnaître les résultats de ce référendum. Et de ce fait-là, de 2018 à 2020, les pays du système international et régional demandent aux Kurdes de rester à l'intérieur de l'Irak. Les Kurdes ont fait leur bilan. Ils ont dit, d'accord, on reste à l'intérieur de l'Irak. Dans ce cas-là, nous voulons à la fois le Kurdistan irakien, le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan et Bagdad aussi. Autrement dit, nous voulons avoir la main à la fois sur les ressources du GRK, d'Erbil, et les ressources de Bagdad. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les territoires kurdes? Il y a une fracture interne. Le nord du GRK et le sud du GRK sont en opposition idéologique, opposition culturelle, opposition territoriale et opposition géopolitique. Justement géopolitique. Le nord est dominé par
par la Turquie autant que culture, autant que l'économie, autant que la sécurité, autant que la géopolitique, à tous les niveaux, le nord de GRK, beaucoup plus proche d'Ankara que de Bagdad ou de Téhéran. Mais le sud du GRK, géré par la famille du Talabani et l'Union patriotique du Kurdistan de Jalal Talabani, enfin de la famille du Talabani, est beaucoup plus proche de Téhéran que d'Ankara. Téhéran est là socialement, culturellement, religieusement, politiquement et sécuritairement, surtout sécuritairement, pour pouvoir garantir sa stabilité et sa sécurité, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'opposition armée iranienne est installée dans le sud du GRK. Voilà le territoire kurde. Je m'arrête là pour les Kurdes et j'arrive à ces 50% des chiites. Les 50% des chiites, comment et dans quel contexte et pour quel motif euh, gérer et engendre ce grand mouvement de contestation. Je m'explique. C'est la première fois depuis 1638 jusqu'à 2003 que les chiites accèdent au pouvoir. Pendant tous ces siècles-là, les chiites étaient marginalisés et exclus et n'avaient aucunement cette tradition étatique. Ils arrivent, les chiites, là, les cadres dirigeants chiites en 2003, arrivent directement et grâce à l'intervention, non pas iranienne, mais américaine, grâce à cette occupation américaine de l'Irak, arrivent au pouvoir. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils sont déjà divisés au moins sur 3 grandes écoles. Vous avez tout d'abord l'école nationaliste irakienne chiite. Ces écoles nationalistes voient dans l'Irak un État indépendant, souverain, une nation irakienne, avec des symboles irakiens, avec un référentiel irakien, avec une irakicité, ce que j'appelle l'irakicité, le nationalisme chiite irakien, mais en avant cette identité nationaliste irakienne. Cette irakicité, mais bien évidemment la grande pathologie, la grande difficulté, la grande fragilité de cette école-là, c'est que cette irakicité est forgée dans le référentiel chiite, avec les symboles chiites, dans l'histoire chiite, avec des configurations chiites, dans lesquelles les Kurdes et les sunnites n'arrivent pas à trouver leur place. Autrement dit, les nationalistes chiites, lorsqu'ils nous parlent de l'irakicité, ils nous parlent d'une irakicité version chiite qui empêche l'intégration et l'inclusion des autres composantes de la société irakienne. La deuxième école, c'est l'école de la Marjaïa. La Marjaïa, aujourd'hui représentée par Ayatollah Sistani, n'est pas uniquement une institution religieuse. C'est une institution, bien évidemment, religieuse qui dispose des forces politiques, des forces miliciennes. Je vous donne juste une information par rapport à la force milicienne de la Marjaïa. Ça représente à peu près, avec 4 grandes brigades, à 40 000 combattants. Vous avez à ce jour-là, la Marjaïa d'Ayatollah Sistani dispose de 4 grandes brigades avec 40 000 combattants. Ces 40 000 combattants disposent des hélicoptères, des chars, des armes lourdes, des drones et se sentent beaucoup plus, s'identifient comme si elles étaient beaucoup plus proches des appareils de sécurité de l'État irakien. Et ensuite, vous avez l'école iranienne. L'école iranienne, la même chose, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette école a des partis politiques comme le parti politique traditionnel, très connu et reconnu comme la Dawa, mais aussi KAH, mais aussi bien évidemment Khazali. C'est l'école iranienne au sein de l'Assemblée nationale et la deuxième force parlementaire. La première force, c'est la force de Muqtada Sadr,
d'autres partis politiques, d'autres acteurs regroupés dans la coalition Saïroun dirigée par Muqtada Sadr. Et la deuxième force, c'est à l'Assemblée nationale irakienne, c'est l'école iranienne. L'école iranienne, donc les partis politiques, mais aussi, bien évidemment, les organisations miliciennes. Donc, vous avez trois écoles qui disposent des partis politiques, des organisations miliciennes et euh, euh, des plateformes de ce que j'appelle des organisations non gouvernementales. Dans chaque espace, dans chaque territoire, dans chaque branche, ces écoles-là ont mis en place des ONG, des associations, des syndicats pour pouvoir travailler le corps social de la société irakienne. Et donc, c'est dans ce territoire-là, c'est dans ce territoire-là, le territoire de 50% des chiites, pour parler géographiquement, c'est-à-dire dans le sud d'Irak, que le grand mouvement de contestation actuel, né le 1er octobre 2019, apparaît. Autrement dit, c'est dans ce territoire-là que nous parlons de ce mouvement de contestation aujourd'hui. Alors, deuxième partie, les marqueurs identitaires de ce mouvement de contestation. Tout d'abord, je qualifie ce mouvement comme un mouvement ni confessionnel ni ethnique. Pourquoi il n'est pas confessionnel? Parce que tout simplement, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, et pour la première fois, vous avez un mouvement de contestation qui n'est pas chiite contre les sunnites. Par exemple, le mouvement de contestation sunnite entre 2010 et 2014 était un mouvement sunnite contre un pouvoir chiite. Ou le mouvement de contestation kurde était un mouvement de contestation ethnique, les Kurdes contre un pouvoir arabe installé à Bagdad. Mais pour la première fois, vous avez un mouvement de contestation qui n'est pas confessionnel et qui n'est pas ethnique. Pourquoi? Parce que ce mouvement de contestation est l'expression d'une base sociale chiite dans le sud chiite, en colère contre les élites dirigeantes chiites qui dirigent ce territoire du sud de 2003 à 2021. Dans ce territoire-là, qui fournit 80% du pétrole à l'État irakien, lorsque vous vous rendez à Bassoura, à Nasiriyah, à Najaf, à Karbala ou à Koufa, vous avez l'impression que vous êtes encore au Moyen-Âge. J'emploie le terme du Moyen-Âge parce que dans la mémoire collective irakienne, lorsqu'on parle du Moyen-Âge, on parle de l'abandon, de l'absence des services, de catastrophes, de tragédies, etc. etc. Le terme du Moyen-Âge est péjorativement perçu dans cette mémoire collective irakienne. Ce pays-là, ce territoire-là qui fournit 80% du pétrole à l'État irakien, lorsqu'on interroge ces jeunes, nous avons recueilli dans notre dernière enquête 1225 heures du temps de parole de ces jeunes-là, ils pensent qu'il est préférable de confier la gestion de l'État irakien à une société multinationale qu'à ces gouvernements ou à ces élites chiites qui dirigent le pays depuis 2003. Le mouvement de contestation, c'est vrai, il n'est pas national, mais il n'est pas non plus porteur des enjeux communautaires. Pourquoi? Parce que les slogans de ce mouvement de contestation est à la fois contre la corruption et contre les milices. Contre la corruption, pourquoi? Parce que selon les derniers propos du président de la République hier, juste hier, il nous a parlé d'1 milliard de dollars, partis en corruption de 2003 à 2021.
c'est le président Barham Saleh qui nous parle. De 2003 à 2021, nous avons perdu 1000 milliards de dollars, pas 1 milliard, qu'est-ce que je raconte, de dollars partis en corruption. C'est incroyable, c'est des chiffres tout simplement incroyables. Et ils sont contre les milices. Pourquoi? Parce qu'à ce jour-là, vous avez dans ce territoire chiite 63 organisations miliciennes qui ont présenté au gouvernement irakien en 2021 une liste de 160 000 membres à cet État irakien qui se voit dans l'obligation de consacrer un budget de 12 milliards de dollars uniquement pour l'année 2021. À ces organisations qui se sont regroupées dans une grande plateforme qui s'appelle Al-Hashd al-Sha'bi, la mobilisation populaire. Et que le mouvement de contestation pense que ces organisations miliciennes sont responsables à cette tragédie, à cette grande tragédie irakienne. C'est pourquoi 80% de ces jeunes-là interrogés n'ont aucune confiance ni à ces milices, ni à ces élites qui dirigent l'État irakien. Parmi la population, regardez bien, parmi la population de 15 ans et plus, à ce jour-là, selon les statistiques officielles, nous avons environ 12 millions de personnes analphabètes. 12 millions de personnes analphabètes. Selon FMI, le taux de chômage des jeunes irakiens dépasse largement 40%, tout en sachant que les jeunes constituent 60% de la population irakienne. Une population en 2003 ne dépassait pas 25 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2021, on est arrivé à 40 millions d'habitants. Sur les 40 millions d'habitants, les jeunes constituent 60% de la population. Et parmi ces jeunes-là, 60% de la population, il y a au moins 40% des jeunes au chômage. Le taux des femmes ne faisant pas partie de la population active en Irak, toujours selon FMI, arrive environ à 85%. 80%. Eau potable, 25% des habitants de la capitale, Bagdad, on ne parle pas des villes et des villages perdus de la République, on parle de la capitale, Bagdad, n'ont pas accès à l'eau potable. C'est dans ce contexte-là qu'on a ce grand mouvement de contestation qui se met en place et qui bouleverse vraiment, je dis qui bouleverse les enjeux, les stratégies, la vision, le fonctionnement, les orientations du champ politique irakien. Pourquoi il bouleverse? Parce que de 2003 à 2019, c'est pour la première fois que grâce à ce mouvement ou à cause de ce mouvement, ça dépend comment on voit les choses, vous avez un premier ministre irakien qui se voit dans l'obligation d'abandonner ce poste. Un premier ministre qui n'arrive pas à achever son mandat, aller au bout de son mandat et quitte son poste et présente sa démission. Et un autre Premier ministre prend sa place, considéré comme pro-manifestant. Donc, c'est une victoire, c'est une victoire pour ce mouvement de contestation. La deuxième victoire de ce mouvement de contestation face à ces élites-là, bien évidemment, les victoires sont relatives, mais ce sont des victoires, il faut les dire, c'est que pour la première fois, ce mouvement de contestation a sémé le doute au sein de ces dirigeants qui se sentaient éternels et éternellement installés au cœur de ce système politique. Désormais, ces élites qui dirigent l'État, le gouvernement, le pays, s'interrogent régulièrement, se posent des questions. Avant de mettre en place une décision, un projet de loi, une stratégie,
elles prennent en compte les conséquences de cette décision, de cette stratégie, de cette orientation sur le mouvement de contestation et la réaction de ce mouvement de contestation. Son mouvement de contestation a obtenu une autre victoire, c'est à savoir la réforme de la loi électorale. Cette loi électorale qui a été mise en place par ces partis politiques traditionnels a été pour la première fois réformée sous la pression de ce mouvement de contestation. Des milliers et des milliers de logements sociaux en tant que projet financés par le gouvernement. Le gouvernement irakien s'est vu dans l'obligation de s'engager dans la construction des logements sociaux et de la création de l'emploi. Mais cependant, le mouvement de contestation reste encore fragile dans le contexte irakien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout d'abord, ce mouvement de contestation. Il ne faut jamais penser que vous avez un mouvement de contestation homogène avec une direction, une organisation interne, un programme et un type d'acteur. Non, au contraire, ce mouvement est très, très, très hétérogène. Au moins, vous avez 3 acteurs engagés dans ce mouvement. Tout d'abord, les jeunes. Les jeunes entre 14 et 23 ans. Je ne vais même pas jusqu'à 24, 25, 26 ans. Entre 14 et 23 ans. Ces jeunes-là, c'est la génération, comme on l'a remarqué au Liban, en Tunisie, en Algérie, dans d'autres pays, c'est la génération des réseaux sociaux. Chaque jeune, les jeunes qu'on a interrogés, nous, à la fois à Mossoul et à Bassoura, et on est en train de mettre encore en place un autre projet de recherche sur ces jeunes-là, chacun dispose au moins 3 et 4 comptes sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, la génération des réseaux sociaux. Majoritairement, selon nos statistiques, sans diplôme. Non, aucun diplôme. Socialement, très, très, très défavorisés. Culturellement, pauvres, je mets le mot pauvre en italique, entre guillemets. Par exemple, ces jeunes qu'on a interrogés, ils ne lisent jamais un livre, ni par semaine, ni par mois, voire tous les 6 mois, n'ont pas accès à un livre. Ils lisent rarement des livres. Ils suivent l'actualité plutôt sur Facebook, Twitter ou dans d'autres réseaux sociaux que dans les journaux ou dans des livres. Et c'est une génération, j'appelle bulldozer. Pourquoi bulldozer? Parce que ces générations-là ne maîtrisent qu'un langage, à savoir un langage révolutionnaire, c'est-à-dire la chute du système. Nous voulons la chute du système. À part ça, il n'y a rien. Ou, par exemple, nous voulons un pays, un État. Comment, par quoi, par quel mécanisme, sur quel principe? C'est le vide total. Ce qui compte pour cette génération bulldozer, c'est détruire ce qui n'a pas fonctionné. Le reste, comme si le reste, c'est-à-dire le lendemain, n'intéressait pas cette génération. Et vous avez un deuxième acteur que j'appelle les Lénines sans parti communiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les intellectuels, les avocats, les médecins, les professeurs, les chercheurs, les journalistes, les étudiants en doctorat, en master, les activistes de la société civile, les cadres des ONG. Ils se sont tous ou presque engagés dans cette catégorie d'acteurs que j'appelle intellectuels ou Lénine sans parti communiste. La tragédie de cette catégorie d'acteurs, c'est que même s'ils sont très, très forts à la théorisation, à la conceptualisation de leur mouvement, mais c'est qu'ils n'ont pas une base sociale solide. Ils ne disposent pas d'un parti communiste. Ils ne disposent pas des militants. Mais eux-mêmes, ils sont là et on les entend un peu partout sur les réseaux sociaux, très, très actifs, sur les chaînes internationales, régionales, nationales et même locales, dans les débats, dans les conférences. Ils sont un peu partout. Ils sont beaucoup plus visibles que
que la première catégorie d'acteurs, c'est-à-dire les jeunes. Ces intellectuels-là essayent de forger, de transformer plutôt la contestation en un mouvement social. C'est-à-dire quoi un mouvement social? Un mouvement social qui adopte la négociation et non pas la rupture. Ils savent très bien que ces intellectuels, que ces élites chiites, profondément installées dans ce système politique, lourdement armées, lourdement financées, on ne peut pas les déloger. On ne peut pas entrer dans une guerre civile avec eux. Dans ce cas-là, ils mettent entre parenthèses la notion de rupture et ils mobilisent la négociation. Et donc, ils voient dans ces élites-là des adversaires et non pas un ennemi à abattre. Et c'est à partir de cette approche-là, de cette vision-là, qu'avec la démission d'Adel Abdul-Mahdi en 2019, Kadmi, Mustafa Kadmi, qui était présenté au départ comme un des représentants, une des expressions, ou au moins un allié du mouvement de contestation est arrivé au pouvoir avec un entourage. Lorsque Mustafa Kadmi arrive au pouvoir, bien évidemment, il va former un gouvernement avec ses élites installées depuis 2003, mais aussi il va mettre en place un autre cabinet à l'intérieur de ce cabinet que j'appelle le gouvernement dans le gouvernement. Vous avez bien évidemment un ministre de la Culture, un ministre des Finances, un ministre des Affaires étrangères, un ministre de l'Intérieur, mais dans son petit cabinet autour de lui, il y a, pour chaque ministère, il y a un conseiller. Un conseiller pour les affaires étrangères, un conseiller pour la finance, un conseiller pour la culture. Et Kazemi travaille beaucoup plus avec son petit cabinet qui est composé de ces intellectuels-là, c'est les intellectuels du mouvement contestation. Je ne souhaite pas citer les noms, ce n'est pas très, très pertinent. Et donc, c'est avec ces intellectuels-là, il essaye de gérer le pays depuis 2019, enfin depuis mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. Le troisième acteur, c'est... Adèle, excuse-moi, juste une minute. Juste te rappeler que tu as une poignée de minutes encore devant toi. C'est très intéressant. Oui, même 7, mais disons que, voilà, il faut que tu saches que tu n'as plus que quelques minutes, disons. OK, formidable. Il me reste 12 slides, juste 12 petits slides. Bien, très bien. Voilà. Donc, le troisième acteur, merci pour le rappel, Giovanna. Le troisième acteur de ce mouvement de contestation, c'est la base militante des partis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque parti politique, le parti de Nouri Maliki, de Haïdar al-Abadi, d'Amar al-Hakim, de Muqtada Sadr. Chaque parti a formé, le nom c'est exact, cellule de crise au sein de leur bureau politique. Au sein de chaque bureau politique, il y a une cellule de crise. Quel est le travail de cette cellule de crise? C'est envoyer la base militante du parti pour s'intégrer dans le mouvement de contestation et agir sur les orientations de ce mouvement. Je vous donne un exemple. Si le mouvement de contestation incendie le siège d'un parti politique, eh ben, le parti politique que son siège est incendié oriente sa base militante partant du mouvement de contestation, des grandes manifestations, pour aller vers le siège d'un autre parti politique et l'incendier. Ou agir sur les slogans du mouvement de contestation. Ou par exemple, lorsque le portrait d'un leader d'un parti politique est profané, eh ben, l'autre parti politique va orienter sa base militante intégrée dans le mouvement de contestation pour profaner le portrait d'un autre leader, d'un autre parti politique. Donc, instrumentaliser le travail, l'objectif, c'est instrumentaliser le mouvement de contestation. Alors, je vais vite pour la conclusion. La conclusion, c'est le contexte et les perspectives, Giovanna. Je vais vite.
Alors, donc, le titre est très, très bien choisi. Je ne sais pas si c'était Giovanna, Joanne ou moi-même, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, l'impossible révolution. Pourquoi cette révolution est impossible? Parce que tout simplement, vous êtes dans un contexte irakien qui est très, très complexe, qui ne ressemble pas aux autres contextes, ni libanais, ni algériens, ni soudanais. L'Irak était toujours un contexte très, très complexe. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que dans les années 80 ou 70. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez numéro un Washington et Téhéran qui cherchent et qui se cherchent sur le terrain irakien. Partenariat, confrontation, guerre civile, mobilisation. Washington et Téhéran, l'Iran et les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver une formule pour gérer l'État irakien. Et ils sont en pleine négociation, en pleine discussion à Bagdad, mais aussi à Erbil, sans résultat jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des sunnites, deuxième élément, c'est le contexte, je parle, vous avez des sunnites qui se séparent de l'Irak au fur et à mesure. Vous avez l'organisation de l'État islamique qui revient en force. Vous avez la Turquie qui a envahi le nord d'Irak avec ses 33 bases militaires installées dans le nord. Vous avez le gouvernement régional du Kurdistan qui cherche toujours son indépendance. Vous avez la corruption qui devient plus forte et plus intense. Vous avez la milicisation qui arrive à un niveau très, très, très haut. Alors, dans ce contexte irakien-là, Giovanna, pour moi, il n'y a que trois perspectives qui se présentent à ce mouvement de contestation. La première perspective, c'est l'implosion de ce pays, c'est-à-dire le mouvement de contestation est dans un contexte irakien où la question de l'implosion du pays est fortement posée par les pays du système international, par les pays du système régional, et j'en ai quelques informations, je suis un peu informé. Je sais que combien ces pays-là se préparent pour une telle hypothèse. Autrement dit, voilà, le mouvement se trouve dans ce contexte-là. Le deuxième contexte, c'est le glissement vers la guerre civile. Ce n'est pas pour rien que Ayatollah Sistani, chaque vendredi, commence sa prêche en disant, en suppliant les Irakiens à ne pas glisser vers la guerre civile, notamment dans le territoire où le mouvement de contestation se trouve, à savoir le territoire chiite, avec 63 organisations miliciennes lourdement armées, comme j'ai expliqué. Et la troisième perspective, c'est un peu plus optimiste, c'est le retour à la cogestion entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran pour gérer ce pays avec toutes ces crises-là. Si les États-Unis et la République islamique de l'Iran arrivent à revenir à cette question de cogestion mise en place entre 2003 et 2019 et déchirée par Donald Trump, là, on aura un contexte un peu plus apaisé, un peu plus stabilisé, un peu plus sécurisé, dans lequel le mouvement de contestation pour réapparaître d'une manière civile, démocratique, et entrer en rapport de force d'une manière, je répète encore, civile et démocratique avec le pouvoir en place. Voilà, je m'arrête là. Écoute, Adèle, j'ai envie de t'applaudir parce que c'était vraiment comment dire, une gageure, enfin, une entreprise extraordinaire de réussir à réunir en si peu de temps une des histoires les plus complexes du monde, si on peut dire. Et c'est donc extrêmement intéressant. Je te remercie tout particulièrement. Je voudrais laisser le temps à nos amis qui assistent à poser des questions. Si vous voulez à l'oral, c'est très bienvenu, ou dans le chat, si vous préférez. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très clair et extrêmement intéressant. Une chose m'a intriguée, parce que c'est quelque chose auquel je pense aussi pour d'autres pays qui sont
entré en mouvement à certains moments de ces dernières années, quand tu as dit que pour la première fois, le mouvement a semé le doute dans les esprits des gouvernants. Et ça, je crois que c'est le petit grain qui peut peut-être créer une perspective dans l'avenir. Je suis toujours un peu trop optimiste et donc je voudrais modérer mon propos, mais ça m'a beaucoup intéressé que tu le soulèves parce que ce que tu as dit après sur les trois possibles perspectives n'est pas vraiment marqué de l'optimisme le plus grand. En tout cas, je trouvais ça très intéressant et donc je voudrais me taire tout de suite et voir que Jade, est-ce que Suzanne? Oui, on peut parler là, oui. Absolument. Ensuite, je donnerai la parole à Jade qui a mis son... Oui, vas-y, vas-y, Suzanne. D'abord, c'était passionnant, merci beaucoup, c'est remarquable. Je vais revenir sur les trois perspectives dont vous parlez à la fin. Je note que dans tous les cas, il n'y a plus aucune place pour j'allais dire un nationalisme irakien. Qu'est-ce qui définit un Irakien à l'heure actuelle? Wow. La question qui tue, c'est une question vraiment très, très importante que j'ai traitée en détail dans mon livre qui sortira chez Talandier au mois de septembre avec le titre, un titre provisoire, un siècle de faillite, l'Irak, un siècle de faillite. Pourquoi je parle d'un siècle de faillite? Parce que tout simplement, on n'a pas réussi à répondre à votre question. On n'a pas réussi à proposer aux habitants de ce territoire, je mesure bien mes mots, parce que je n'arrive pas à dire aux Irakiens, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les Irakiens, on a les chiites, on a les Kurdes, on a les sunnites, on a les chrétiens, on a les turcomans, ils s'identifient tous comme Irakiens. Et même les Kurdes, ils s'identifient comme les Irakiens. Le problème, c'est quoi? C'est que cette irakicité sunnite exclut l'irakicité chiite. Cette irakicité chiite, version chiite, exclut l'irakicité kurde. Pareil, les Kurdes, dans l'irakicité kurde, il n'y a pas de place pour les autres irakicités, les autres Irakiens. Autrement dit, l'échec total de toutes ces élites irakiennes de 1921 à 2021, un siècle, c'est qu'ils n'ont pas pu proposer un contrat, une convention, un pacte, un référentiel par lequel cette irakicité, cette identité irakienne se forge et sera partagée et partageable par tout le monde. Voilà, c'est ça la grande. C'est pourquoi répondre à votre question, c'est très, très, très délicat. Nous avons l'Irak sans Irakiens. Difficile. En effet, c'est un peu l'acteur principal, on va dire. Je ne sais pas si tu as terminé, Adel. Il y a trois questions. Jade, Riam et Iman qui ont des questions. Je ne sais pas si Jade veut que je la lise ou elle veut la dire, mais non, vous pouvez la lire. Non, d'accord. Donc la question, Adel, c'est une cogestion, tu as parlé tout à la fin d'une cogestion États-Unis-Iran, ne serait-elle pas controversée par les Irakiens qui veulent sortir de la mainmise étrangère? Oui, une très bonne question. Encore une fois, malheureusement, vous n'avez pas une stratégie irakienne. Vous n'avez pas une vision irakienne, vous avez des visions irakiennes. Les Irakiens sunnites de 2003 à 2006 étaient totalement engagés dans une résistance contre les Américains. En 2021, les Irakiens sunnites mobilisent toutes leurs ressources pour convaincre les Américains pour qu'ils restent. Vous voyez, on passe de quel paradigme à quel paradigme. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ces sunnites-là qui étaient opposés, engagés dans la résistance armée, qui ont tué des milliers d'Américains, en Irak, à peu près 4000 soldats américains morts dans cette résistance sunnite. Aujourd'hui, ces sunnites pensent que les Américains
constitue la seule garantie de leur protection face aux milices chiites. En même temps, vous avez des milices chiites qui réclament le départ ici et maintenant des Américains. Vous avez les Kurdes dans le nord d'Irak, qui pensent que la présence américaine est la seule garantie de leur protection, de leur sécurité, de leur stabilité et de leur développement économique. Autrement dit, la question est déjà problématique. C'est que vous n'avez pas un Irakien, un discours irakien, une stratégie irakienne face à cette cogestion. Vous avez une partie des Irakiens qui refusent catégoriquement la présence iranienne en Irak. Vous avez une autre catégorie irakienne qui milite pour cette présence iranienne en Irak et qui considère l'Irak comme une province iranienne. Vous voyez là? Et donc, est-ce qu'il y a un rejet de la cogestion? Ça dépend de la part de qui, de comment, de quand. Par contre, ce qui est évident, ce qui est recommandé, ce qui est souhaitable par toute cette diversité irakienne-là, c'est qu'on sait très bien, entre 2003 et 2019, l'État était relativement opérationnel. L'État fonctionnait. Non pas parce que l'État irakien disposait pendant cette période-là des infrastructures pour être opérationnel en soi, non, loin de là. C'est parce qu'il y avait une coopération, une cogestion américano-iranienne. Et grâce à cette cogestion-là, les Américains facilitaient le fonctionnement de l'État irakien, les Iraniens facilitaient le fonctionnement de l'État irakien. Depuis 2019, et beaucoup plus précisément le 27 décembre 2018, lorsque Donald Trump, à 1h du matin, arrive sur la base Ain al-Assad dans la province d'Al-Anbar, à 1h30 du matin, il fait devant les caméras une déclaration en disant que nous sommes en Irak pour une seule raison, pas pour deux. La seule raison, c'est surveiller la République islamique de l'Iran, les activités de la République islamique de l'Iran au Moyen-Orient. Le lendemain, c'était la panique. Et à partir de cette déclaration-là, l'État irakien, les élites irakiennes, les institutions irakiennes sont entrées dans le blocage total. Jusqu'à aujourd'hui, cet État n'est plus opérationnel. C'est pour la première fois depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui que cet État irakien se pose la question si à la fin du mois, il est en mesure de payer ses fonctionnaires, le salaire de ses fonctionnaires. Merci, merci Adèle. Alors, Riam, est-ce que vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, puisque vous avez une question? Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Je vous en prie. En fait, je voulais savoir, vous avez dit qu'après l'intervention des États-Unis en 2003, il y a un partage des postes de l'État entre les confessions. Et je me posais la question, je me demandais dans quelle mesure, avec cette identité irakienne assez complexe, est-ce qu'il y a un dialogue entre les communautés confessionnelles? Est-ce qu'il y a encore une participation des Kurdes et des sunnites dans la structure de l'État, dans les institutions de l'État central? Oui, absolument. Alors, donc, il y a une participation chiite, sunnite et kurde. Ils sont tous au sein de l'État irakien, du gouvernement irakien, de l'Assemblée nationale irakienne, mais ils ne sont pas là pour défendre l'irakicité, pour défendre l'Irakien, pour défendre l'Irak. Chaque communauté est là pour défendre les intérêts, les enjeux, les questions, les problématiques, les stratégies de sa communauté. Autrement dit, lorsque Halboussi, le président de l'Assemblée nationale, il parle au nom des intérêts, des enjeux, des stratégies, des visions de sa communauté. Je suis là pour obtenir le maximum d'acquis possible pour ma communauté kurde, pour ma communauté chiite. Donc, il y a une participation pour mieux diviser ce pays qui est déjà en pleine fracture.
Est-ce que la réponse est claire? Je pense que oui. Oui, et bon, je ne veux pas prendre trop de temps, je sais qu'il y a d'autres questions, mais enfin, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a un dialogue entre ces communautés dans la société civile et au sein du mouvement de contestation? Malheureusement, une des grandes difficultés de cet Irak-là, je dirais même une des grandes maladies de cet État et de ce gouvernement et de cette société irakienne, c'est qu'il n'y a plus le lien entre ces communautés. Il n'y a plus d'espace de rencontre entre ces communautés. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Auparavant, dans les années 60, 70, voire 80, un habitant de Mossoul, un étudiant de Mossoul avait la possibilité objective pour aller faire son doctorat, son master, sa licence dans une université à Bassoura ou à Bagdad ou à Suleymaniye, sinon à Erbil. Pareil pour un chiite de Bassoura, il avait la possibilité de s'installer à Mossoul et faire son doctorat. Une famille chiite avait la possibilité de s'installer à Bagdad et faire une union, par exemple, une sunnite sous-mariée avec un chiite sous-marié, fonder une famille avec un kurde. Aujourd'hui, par exemple, à Bagdad, qui était caractérisé par les quartiers mixtes. J'étais à Bagdad. Nous avons eu une équipe et nous allons envoyer encore une équipe à Bagdad. Il n'y a plus de quartier mixte. Tout est liquidé. Bagdad est purifié. Nous avons, à l'IREMO, réalisé un projet de recherche sur la province de Bassoura. Nous avons interrogé des familles sunnites, des anciennes familles sunnites qui étaient installées à Bassoura. Elles ont toutes quitté la région de Bassoura pour s'installer à Erbil. Pourquoi? Parce que tout simplement, les milices, le jour comme la nuit, le week-end comme la semaine, ils vont dans ces familles-là pour dire vous n'avez que 12 choix. Ou bien vous quittez le territoire, la province Bassoura chiite, ou bien le lendemain, vous serez massacré et vous portez votre responsabilité. Votre responsabilité. Je vous donne encore un exemple sur des rencontres, le lien. J'ai réuni récemment, il y a un mois, 2 Irakiens à l'IREMO, dans les bureaux de l'IREMO. Un Irakien de chiite du sud, engagé dans le mouvement de contestation, un jeune de 20-25 ans, et un jeune engagé dans le mouvement de contestation, mais au Kurdistan irakien. Les deux sont là, face à face, moi entre les deux. Ils ne parlent pas la même langue, donc je dois traduire pour les deux. Celui du nord, il parle kurde, celui du sud, il parle arabe. Et ensuite, ils ne partagent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes questions, ils n'ont pas les mêmes symboles. C'est comme si vous étiez devant un Sénégalais et un Saoudien. Et j'ai posé la question, comment faire pour construire un Irakien de vaudou? Comment vous pouvez, dites-moi, comment vous pouvez devenir irakien? Voilà. Enfin, c'est pour dire, malheureusement, aujourd'hui, les lieux de rencontre, les espaces de la création du lien, les interactions entre ces communautés, géographiquement, territorialement, culturellement, politiquement, géopolitiquement, c'est divisé. Merci beaucoup. Merci, c'est encore un peu impressionnant, hein, on se demande où est l'Irak. Alors, Iman, c'est à vous. Oui, merci. Merci Adelba Kavan pour cet exposé riche. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, c'est sur le scénario 1, l'implosion du pays. Enfin, je vous ai déjà pas mal écouté dans d'autres interventions, notamment dans le cadre du magistère de l'IREMO, et vous étiez à chaque fois très pessimiste et on comprenait qu'à la fin, le scénario, c'était de toute façon la guerre civile. Est-ce que là, dans le scénario de l'implosion du pays, est-ce que vous entendez par là que c'est une implosion purement politique et territoriale, entre guillemets, ou est-ce que c'est une implosion qui, comme dans le cadre du scénario 2, amènera une guerre civile de toute manière? Et ma deuxième question, c'est sur la perspective 3, avec le retour à la cogestion. Est-ce que côté américain, il y a, depuis l'élection de Biden, des conditions qui se réunissent petit à petit? Et est-ce que côté iranien, en fonction du résultat des prochaines élections,
est-ce qu'il y a quand même des candidats qui seraient potentiellement les représentants d'une perspective, d'une future cogestion avec les États-Unis? Oui, alors donc, si vous me permettez, je vais commencer par la dernière question. Effectivement, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a changé beaucoup, beaucoup de choses pour les Irakiens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on avait un Donald Trump qui était engagé dans une confrontation brutale avec la République islamique de l'Iran. De 2003 à 2020, les Américains avaient un interlocuteur par excellence iranien avec qui on pouvait discuter, échanger, dialoguer, forger des collaborations et des accords, à savoir Qasem Soleimani. C'était le général Qasem Soleimani qui rencontrait d'une manière systématique et régulière l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, à savoir Britt McCord, qui est devenu responsable du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la Maison-Blanche depuis les élections de Joe Biden. Ils se voyaient, ils se rencontraient et ils géraient ensemble, hein, les deux envoyés spéciaux de Téhéran et de Washington, cet État irakien. Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump? Un des actes majeurs de Donald Trump, c'est assassiner Qasem Soleimani, c'est-à-dire assassiner celui avec qui on peut dialoguer en Irak, avec qui on dialoguait en Irak. Avec la disparition de Qasem Soleimani, il y avait plus d'interlocuteurs. Justement, l'administration de Biden souffre de cette absence de l'interlocuteur crédible iranien sur le terrain irakien. Et du coup, depuis l'arrivée de Biden, comme vous le savez tous et toutes, a adopté cette pacification de la relation américaine avec les Iraniens, n'est-ce pas? Et cette pacification-là, une bonne partie se fait sur le terrain irakien. Seulement, aujourd'hui, les deux acteurs engagés, et même, je pourrais même dire, cela ne dépend absolument pas des conséquences des élections iraniennes. Avoir un conservateur ou un modéré à la tête de la République islamique de l'Iran ne change pas grand-chose par rapport à la politique extérieure de l'Iran en Irak, parce que cette politique est gérée directement par le guide suprême Ayatollah Khamenei et non pas par le gouvernement, et géré directement par les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, et non pas le service de renseignement Itla'at ou le ministère des Affaires étrangères iraniennes. Et donc là, ce corps-là est stable sur la durée, est stable idéologiquement, stable stratégiquement. Donc la stratégie iranienne ne change pas. La stratégie iranienne, c'est quoi? C'est convaincre les Américains pour revenir à la table de négociation. C'est fait. Donc, les Américains, maintenant, selon les informations qu'on dispose, rencontrent les Iraniens en Irak, de nouveau, depuis l'arrivée de Biden. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une formule. Et parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une formule, il y a des cartes de pression des deux côtés. Par exemple, l'Iran utilise les milices chiites pour bombarder l'aéroport de Bagdad. L'aéroport de Bagdad, c'est quoi? C'est qu'on a une grande base militaire américaine installée au centre de l'aéroport. L'Iran mobilise ses milices pour bombarder l'aéroport d'Erbil. Pourquoi aéroport d'Erbil? Parce qu'il y a une autre base militaire américaine dans l'aéroport. Et donc, tous ces bombardements-là, tous ces roquettes, qu'est-ce que signifie? Ce sont des messages envoyés par l'Iran aux Américains pour qu'ils cèdent le maximum possible. Les Américains aussi utilisent leur carte d'oppression. Par exemple, hier, ils ont arrêté un grand leader milicien de Hashd al-Sha'bi qui est désormais en prison. Et là aussi, c'est un message que les Américains envoient aux Iraniens pour mettre la pression. Autrement dit, nous sommes dans une phase très sensible, la phase de trouver un accord. Et le temps qu'on trouve un accord, les Irakiens paieront très cher. Il nous reste 3 minutes, n'est-ce pas, Giovanna? Oui, mais tu as encore 2 questions. Voilà, 2 questions. Ça, c'était pour la dernière question. La deuxième question, c'était l'implosion de l'État irakien, c'est ça? Alors, aujourd'hui, Iman, vous me suivez un peu partout, si j'ai bien compris.
toutes les conditions. Là, je ne parle pas de la volonté des pays du système international. La volonté des pays du système international, c'est que l'Irak doit rester uni. Mais au moment où les Kurdes du Nord, ils ont fait leur référendum de l'indépendance, ces Kurdes-là, ce GRK-là, qui est considéré comme un allié, comme un partenaire stratégique des pays occidentaux, notamment des États-Unis, dans la guerre contre l'organisation d'État islamique, même ce partenaire-là, lorsqu'il fait le référendum de l'indépendance, et même s'il obtient 93%, on l'oblige de rester à l'intérieur de l'Irak. C'est pour dire, et rapidement, c'est que les pays occidentaux ne veulent pas que l'Irak éclate ou divise. Pourquoi? Parce que ce n'est absolument pas dans leur intérêt. Ils veulent regarder l'unité irakienne, numéro un. Numéro deux, seulement ce qui se passe localement s'échappe à la volonté des pays du système international. Ce qui se passe localement, c'est que vous avez des conditions objectives, sociales, politiques, économiques, financières, sécuritaires, qui sont au bord de l'implosion. L'État irakien n'a plus le monopole sur la gestion de la violence, sur son territoire, sur sa souveraineté. L'État irakien n'arrive pas à dire à la Turquie « n'entre pas dans mon territoire et n'installe pas 33 bases militaires sur mon territoire ». L'État irakien ne peut même pas contrôler le PKK. Le PKK, une organisation kurde de Turquie installée à Sinjar militairement. C'est le PKK qui dirige la province de Sinjar. Et bien, malgré l'État irakien. Et donc, cet État irakien qui a perdu le monopole de tout ça, à l'échelle locale, toutes les conditions sont réunies pour faire ce que j'appelle boom, c'est-à-dire cette implosion de l'intérieur et qui s'imposera à la fois à la Turquie, à l'Iran comme des puissances régionales et aux Américains et aux Européens en tant que puissance internationale. Merci beaucoup, Anne. Il y a deux autres questions et évidemment, les réponses devront être un peu courtes. Alors, c'est Nelly Jasra qui pose deux questions. Pouvez-vous nous donner plus d'éléments sur le Hashd el-Shaabi, sa composition et son fonctionnement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, quel est le contenu de la loi électorale demandée par le mouvement social à laquelle tu as fait allusion dans ton exposé? Voilà. Alors, donc, Hashd el-Shaabi est une plateforme fondée en 2014 à la demande d'Ayatollah Sistani. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Lorsque l'organisation d'État islamique envahit le territoire sunnite et à partir de Mossoul déclare son califat, installe son califat et qu'il s'approche de Bagdad seulement à quelques kilomètres vraiment pour occuper Bagdad, à ce moment crucial-là, Ayatollah Sistani émet une fatwa et demande aux Irakiens de se mobiliser contre l'organisation d'État islamique et d'aider l'armée irakienne, d'aider l'État irakien contre Daesh. À ce moment-là, toutes ces organisations miliciennes répondent positivement à cet appel, à cette fatwa d'Ayatollah Sistani et forment avec l'État irakien cette grande plateforme qui s'appelle Hashd el-Shaabi, c'est-à-dire la mobilisation populaire. À l'intérieur de cette mobilisation populaire, vous avez 63 organisations qui changent régulièrement et qui ont présenté une liste de 160 000 combattants au gouvernement irakien. Et depuis 2014, le gouvernement irakien, l'État irakien est dans l'obligation juridique de financer cette mobilisation populaire à hauteur à peu près de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Et à l'intérieur de cette plateforme Hashd el-Shaabi, vous avez trois tendances. Vous avez une tendance nationaliste qui est représentée par Muqtada Sadr. Vous avez une tendance qui représente la Marja'iyya avec les 4 brigades que j'ai citées. Et vous avez une troisième tendance qui représente l'école iranienne et qui est je peux le synthétiser, à KH, c'est-à-dire les Kataib Hezbollah, l'organisation du Badr, la AAH, c'est-à-dire
comment on peut le traduire? L'organisation qui dépend, Qais al-Khazali, d'accord? C'est Asaib Ahlul Haq, hein. La Ligue des Vertus, c'est ça, la Ligue des Vertus. Et donc, je peux citer les autres aussi, mais en tout cas, vous avez une hétérogénéité, une grande pluralité, une grande diversité à l'intérieur du Hachd al-Sha'bi, d'où les confrontations permanentes et militaires entre ces organisations dans le territoire du Sud. Il y a eu des centaines de morts dans les combats à l'intérieur, inter-organisations chiites. D'où le risque aussi de glissement vers la guerre civile. Et si jamais, ça peut être ma dernière phrase, Giovanna, si jamais ces organisations n'écoutent pas ces demandes, ces réclamations d'Ayatollah Sistani à ne pas glisser vers la guerre civile, si jamais le jour où ces organisations s'engagent dans une guerre civile, je vous promets, ce sera la fin tragique et définitive de l'Irak tel qu'on l'a connu de 1921 jusqu'à aujourd'hui.